Coucou les Kimichou! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo mercredi. Je n'ai pas pu filmer pour différentes raisons qui me sont personnelles et finalement qui ne vous aideront pas forcément plus à comprendre, mais simplement je n'ai pas pu filmer, voilà. J'espère que vous m'en voulez pas de trop, hein. Pour me faire rattraper, je vous ai laissé choisir la vidéo du jour et vous avez décidé de partir sur les déceptions que j'ai eues en lecture, évidemment en 2021. Je préfère vous le dire, même si ça va de soi, le fait que ce soit des déceptions de moi, Kimberley moi, ne veut pas dire que c'est un avis qui est au-dessus de tout et qui est bon à prendre au-delà des autres et que c'est argent comptant. C'est-à-dire que moi je peux être déçue par un livre et pour autant il va vraiment vous plaire et inversement ça peut être une déception pour vous et moi ça peut être un coup de cœur. Les avis négatifs, les déceptions ne sont pas là pour lyncher un livre ou vous interdire limite de le lire, bien au contraire. C'est pour vous expliquer qu'est-ce qui a été dérangeant pendant notre lecture, personnellement qu'est-ce qui a fait que moi j'ai pas adhéré et peut-être que ce sont des éléments qui pourront vous plaire. Je les ai plus forcément en ma possession ces livres-ci, mais je vais en prendre quand même quelques-uns dans la main histoire de faire la miniature parce que vous-même vous savez c'est chiant une miniature sans livre où il faut juste poser, ça j'ai un peu de mal. Ce que je vais faire c'est que je vous insérerai à chaque fois une image etc pour que vous ayez quand même quelques petites informations et que vous puissiez visualiser tout de même le bouquin en question. Je vous propose de commencer avec un livre dont vous allez être d'accord ou pas puisqu'il y a carrément deux écoles sur celui-ci. J'ai envie de vous parler de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern aux éditions Sonatine. Je vous fais déjà un bref petit résumé. Tout d'abord, on va suivre Zachary, un étudiant à l'université qui est passionné de livres et de lecture et un jour, lorsqu'il va aller à la bibliothèque, il va tomber sur un bouquin un petit peu spécial. En effet, dans celui-ci, il y a plein de petites histoires, mais surtout, il y a quelque chose qui lui est arrivé quand il était enfant et qu'il n'a jamais raconté à quelqu'un. Pourquoi est-ce que du coup ce qu'il a vécu est écrit dans un livre dont personne n'est au courant et c'est ainsi qu'il va apprendre l'existence d'un autre monde, un monde sous lequel il vit, donc sous terre, et un monde régi par la mer sans étoiles, d'où le titre. Franchement le pitch hyper intéressant, le fait qu'il y ait plusieurs univers comme ça imbriqués l'un dans l'autre, hyper intéressant également, enfin il y avait tellement de choses qui m'intriguaient dans ce livre et pourtant j'ai tellement galéré à le finir, c'était très compliqué. Déjà en termes d'exigence de lecture, on est sur un livre qui ne va pas s'adresser à tout le monde de par la compréhension de ce que dit l'auteur. Je pense que la traduction est très fiable pour le coup, mais c'est un livre qui ne va pas être destiné à un lecteur lambda. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience et qu'il faut surtout être très concentré sur sa lecture, croyez-moi. Puisqu'en fait dans la narration vous avez une alternation de points de vue par chapitre. Une fois vous suivez le jeune homme nommé Zachary et en fait après vous avez des histoires qui sont présentes dans le livre qu'il trouve dans la bibliothèque, entre autres, puisqu'il y a 4 livres je crois au total dans cette histoire. En fait ça dynamisme beaucoup le récit et ça c'est hyper chouette, sauf qu'en fait vous avez tellement de petites histoires et de petites informations que vous les lisez comme ça et en fait vous arrivez 200 pages plus loin et là on vous donne des pistes qui sont en rapport avec ces petites histoires et en fait vous les avez pas survolées, vous les avez lues, mais il y avait tellement de petites histoires que finalement vous n'avez pas retenu toutes ces informations et que là vous en avez besoin et en fait vous êtes coincé pour bien comprendre. L'exigence est une chose mais il faut savoir aussi que du coup le récit est extrêmement onirique. Ça plaît ou ça ne plaît pas, moi je trouve que ça a beaucoup de charme, mais par contre le fait que ce soit très onirique, on s'y perd un petit peu aussi, donc il faut bien rester, comme je vous l'ai dit, concentré. Au-delà de ça, il y a beaucoup trop de fils conducteurs. C'est là donc un lien direct avec le fait que je vous disais que les petites histoires qui coupent les chapitres, et bien il faut bien retenir ce qu'il y a écrit dedans. Vous avez des histoires dans les histoires, vous avez un saut dans le passé, dans le présent et dans le futur, et puis en fait quand vous pensez que vous allez vers le nord, on vous emmène vers le sud, mais vous comprenez rien, vous êtes balourdé dans tous les sens, et même si j'ai essayé sincèrement d'être très attentive, il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe à cause de ça. On m'avait dit Kimi accroche-toi parce qu'en fait dans les 20 dernières pages du récit c'est là où tu comprends tout. Déjà je trouve pas ça forcément très bien parce que le livre il fait 600 pages et c'est pas quelque chose de très aéré etc. La mise en page chez Sonatine est assez particulière et du coup le récit est assez lourd et quand vous dites qu'il faut tenir 580 pages pour comprendre ce qui se passe, bon déjà vous êtes un petit peu réfractaire et en plus de ça, les révélations en fait elles m'ont pas forcément aidé plus que ça à comprendre le tout et c'est ça qui est dommage. La fin n'était pas en adéquation selon moi avec l'histoire et du coup je suis passée carrément à côté à cause de beaucoup d'éléments que je viens de vous citer. Pour autant
je pense quand même le garder dans ma bibliothèque, dans la mesure où peut-être qu'il faut que je le relise plus tard quand j'aurai plus d'expérience, peut-être plus de maturité. Est-ce que ça aidera? Je ne sais pas. Mais c'est un livre qui avait tellement de potentiel sincèrement, et il y a des choses qui ont été pensées par l'autrice, parce que je crois que c'est une femme, Erin, par l'autrice ici, qui sont tellement intelligentes, tellement... Enfin, elle a eu une imagination sur laquelle je ne peux que lever mon chapeau tellement c'est grandiose que j'ai pas envie de passer à côté à ce point-là. Bon bah là je suis passée totalement à côté, mais j'espère que ce sera pas le cas pour ma prochaine lecture. Je vous propose de continuer avec un thriller. Ah oui, à chaque fois que j'essaye les thrillers, moi ça passe pas franchement, mais bon c'est pas grave. J'ai envie de vous parler du coup du roman Olu de Lisa Ballantine aux éditions J'ai lu. Je vous dis que les thrillers ça passe pas, c'est plutôt les thrillers je pense adultes, puisque j'ai lu Meurtre mode d'emploi qui est plutôt un thriller young adulte, et alors lui il est passé vraiment crème, y a pas à dire. Olu, c'est une histoire qui concerne une petite fille et un professeur. Il va se passer des choses avec cette petite fille et sa maman va essayer de lui tirer les verres du nez jusqu'à ce que la petite fille avoue que son professeur l'a touchée de manière sexuelle. Et de son côté, le professeur ne comprend absolument pas ces allégations. Il se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle va me pourrir ma vie alors que ça ne s'est jamais passé. Qui dit vrai, qui dit faux? C'est là en fait toute l'intrigue du roman. On a donc une alternation au niveau des chapitres ici encore. Une fois on va suivre la petite fille et la fois suivante on va suivre le professeur. Quelque chose de très positif quand même, c'est qu'on traite beaucoup de la jeunesse et de la sexualité par rapport à celle-ci, et il y a beaucoup de tabous même encore à ce jour, parce que on apprend des choses sur internet et parce que des fois les parents ne veulent pas parler de ce genre de sujet avec leurs enfants. C'était le cas à l'époque, ça l'est encore un petit peu aujourd'hui, et c'est ce qui fait que parfois les enfants font certaines expériences qu'ils ne feraient pas s'ils étaient au courant de tout, et je trouve que là-dessus le roman pointe du doigt des choses très importantes, puisqu'ici la jeune fille, je crois qu'elle a peut-être 13 ans mais pas plus que ça, vraiment pas plus que 12 ou 13 ans, et en fait elle fait des choses, enfin je comprends pas comment c'est possible. Jamais de ma vie à son âge je pensais à faire ça, et mes petites sœurs quand elles avaient cet âge là aussi, enfin on était à des années-lumière de ce comportement-ci. Qu'est-ce qui fait que cette demoiselle se comporte ainsi? Et ça je trouve aussi très intéressant. Il faut savoir qu'il y a très peu de rebondissements, en fait on s'envoie la balle entre la petite fille et le prof pour voir qui a raison, qui a tort, et le fait qu'elle ait dit ce genre de choses, ça va révéler d'autres choses, d'autres secrets qui sont enterrés, ou simplement pour le professeur des choses qu'il ne voulait pas que sa femme soit au courant parce que ça lui est personnel et il veut pas divulguer ça à sa partenaire. Bon, je comprends, hein, vu un petit peu ce dont il est question, je comprends qu'il avait pas trop envie qu'elle soit au courant, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que finalement on part d'un point précis et ça impacte tellement de choses tout autour, ça rend vraiment le récit intéressant. Malheureusement ça me correspond pas du tout, même si je comprends le rythme de ce livre, je me suis grave ennuyée, sincèrement j'ai eu beaucoup de mal à rester concentrée, c'était une horreur, je levais les yeux tout le temps du bouquin parce que je rêvassais, ou alors je l'ai fermé parce que j'étais tellement peu concentrée que qu'est-ce qui prenait le dessus sur moi? Et ben l'envie de dormir, donc ça a été très compliqué pour moi d'aller au bout, et pourtant la fin de l'histoire je trouve que elle a donné un plus encore à ce récit, parce que elle est très intéressante, parce que il est pas forcément évident de la voir venir. Moi je l'ai vu venir parce que je me suis fait une checklist tout le long pour me dire ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, et en fait je trouve que ce qui est abordé à la fin du livre est aussi un sujet très important. Simplement le livre ne m'est pas destiné, peut-être que vous l'apprécierez davantage que moi, et clairement bah je peux que vous le souhaiter. Sur Instagram je vous avais laissé essayer de deviner les titres, bon j'en ai rajouté un de plus par rapport à la liste que je vous avais proposée, je vous avais dit qu'il n'y en a que 4 et il y en a 5 finalement. Bon vous m'aviez clairement scotché parce que vous aviez retrouvé tous les titres dont il était question, alors que moi-même je ne m'en souvenais pas, donc du coup je me suis dit mais ils connaissent mieux que moi, comment on fait, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait ça c'est clairement le livre que vous m'avez sorti dans mes déceptions, et vous avez totalement raison. C'est donc le premier tome de la trilogie Malédiction, les larmes d'Azraël de Cécilia Armand, à retrouver aux éditions Elixiria. Le pitch de l'histoire est vraiment pour le coup très intriguant, et c'est ce qui m'avait donné envie de découvrir ce roman, puisqu'on va suivre une jeune demoiselle et entre autres un ange. Une demoiselle qui a eu un accident de voiture, qui est dans le coma, mais son esprit par contre divague, elle n'est ni dans le monde des vivants ni dans celui des morts, elle erre entre les deux. Et l'ange qu'on va donc suivre ici, qui est Azraël, en fait a ce pouvoir et surtout a ce rôle d'aider les âmes qui sont dans cet autre monde, dans cette dimension parallèle, à finalement trouver le chemin vers la paix et donc finalement vers la mort. Sauf qu'en fait l'ange ici, quand il va l'apercevoir, elle est le sosie
de l'amour qu'il a perdu. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ils vont donc discuter assez longuement et il va être incapable de faire ce qu'il doit faire avec elle jusqu'à ce que finalement son âme retrouve le chemin vers son corps et que la vie reprenne. Franchement, moi le pitch c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La romance avec les anges c'est quelque chose qui est pas forcément hyper présent, donc c'est ce qui m'avait beaucoup intriguée au premier abord. Mais dans les 60 premières pages il y avait un mec qui arrivait. Je comprends comment l'autrice a voulu amener ça, mais pour moi ça n'a pas marché. Parce qu'en fait du moment qu'elle est dans cette dimension parallèle, comme je vous dis, et bien en fait le temps là-bas ne s'écoule pas de la même manière que chez nous. Donc chez nous elle est restée dans le coma 2 mois je crois, et en fait là-dedans bah, ça équivaut à beaucoup plus longtemps. Ce qui fait que en 60 pages ils sont complètement in love l'un et l'autre. Sauf que nous le lecteur on n'a pas forcément ce sentiment du temps qui se déroule pas de la même manière là-bas et chez nous, et du coup ça fait vraiment ce sentiment de bah en 2 secondes ils sont in love, c'est le grand amour, enfin tu dis eh oh calmez-vous, enfin moi j'en suis pas là encore, j'apprends à peine à vous connaître et vous êtes déjà fusionnel comme je sais pas quoi, j'ai raté un wagon, c'est pas possible. Donc ça c'était un petit peu problématique, je l'avoue. Autre chose qui habituellement ne me dérange pas du tout dans les lectures, je préfère vous le dire, je m'en contrefous, c'est le culte de la beauté. Moi ça me gêne pas qu'il y ait plein de beaux gosses ou plein de belles gosses dans un livre, enfin sur le principe vraiment j'ai aucun souci avec ça. Surtout qu'ici on a affaire à des anges, donc ça me choque pas qu'ils soient beaux les anges, vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'ici les anges sont beaux, les humains sont beaux, à tel point que même si notre protagoniste est amoureuse, dès qu'il y a un ange qui arrive, elle est limite en train de baver. Enfin, au bout d'un moment ça m'a un petit peu gonflé de me dire t'es soi-disant amoureuse à un point extrême cocotte de ton ange, et puis dès que t'en as un qui arrive, tu le regardes de haut en bas, tu le reluques, et puis c'est limite s'il va pas y avoir des pensées indécentes. Il y en a pas, mais c'est limite ce que j'attendais tellement elle est en effervescence quand elle voit les autres anges quoi. Il y a un autre point négatif qui là par contre, là j'ai dit c'était trop pour moi, c'est pas possible. En fait notre protagoniste n'a plus de libre arbitre, puisqu'en fait quand un ange est épris d'une personne, il y a une marque qui apparaît sur l'ange et sur la personne en question. Vous avez bien compris qu'ils sont tombés amoureux en 60 pages, donc ils ont cette fameuse marque. Sauf que cette marque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que cette personne n'est pas bien quand elle est absente de l'autre. Donc notre jeune humaine, quand il n'y a pas son ange, elle est pas bien, elle broie du noir, elle est pas entière, elle est pas capable d'être elle-même sans lui. Donc déjà, je suis pas là pour revendiquer l'indépendance, c'est pas ça. Mais par contre, vous avez le droit d'être amoureux de quelqu'un, et pourtant être bien quand vous n'êtes pas avec la personne. Enfin, vous pouvez faire des choses que vous aimez, vous pouvez voir des amis, et bien en fait tout ça, ça passe à côté à cause de cette marque. Et au-delà de ça, cette marque elle va tellement loin que elle ne peut même pas s'énerver sur lui. On a une scène où finalement elle est pas d'accord avec le personnage, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de s'énerver, mais en 2 temps 3 mouvements, hop, elle peut plus s'énerver en fait, parce que la marque fait effet et elle ne peut pas être en colère contre lui. Enfin, non c'est pas possible. Enfin, il faut que notre héroïne puisse avoir ses propres pensées, ses propres sentiments, et qu'elle puisse s'exprimer, c'est ce qui la rend humaine finalement. Et j'ai trouvé pas ça très juste de l'en priver en fait, et c'est ce qui fait que j'ai pas pu avoir d'empathie pour ce personnage. C'était hyper compliqué. J'ai eu de l'empathie pour Azrael et un autre ange notamment, mais notre humaine elle me passait au-dessus à cause de tout ce comportement. C'est peut-être pas sa faute, je ne dis pas le contraire, mais c'est hyper dur pour le lecteur de s'attacher à elle quoi. C'est malheureux, sincèrement c'est malheureux, parce que pour moi il avait un potentiel de fou, il y avait beaucoup d'éléments qui m'intéressaient, le côté ange déchu, malédiction et tout, enfin j'adore ça. Mais tous ces éléments m'ont fait bloquer. Alors j'ai réussi à le lire quand même parce qu'il est très page turner, c'est pas le souci, mais j'ai pas été suffisamment alpaguée pour continuer. Quand j'ai vu ces éléments là, je me suis dit si ça continue dans le tome 2 et que dès qu'il y a un truc elle peut rien dire, ça va m'énerver. Donc du coup j'ai coupé court à la lecture. Mais pour autant si ces éléments ne vous gênent pas, allez-y parce que l'intrigue est très bien. Ah celle-là je suis tellement déçue de ne pas l'avoir su l'apprécier, oui. Vraiment parce que j'en attendais, c'est pas que j'en attendais beaucoup, mais j'en avais entendu parler, et en plus du nom de l'autrice qui est assez réputée, je me suis dit mais waouh, ça va être une claque, je suis sûre que je vais passer un bon moment. Il pète trop. Il s'agit du coup de La fileuse d'argent de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. La
La fileuse d'argent, c'est le destin de 3 femmes très différentes l'une d'elles. Vous en avez une qui est fille de fermière, qui vit dans la misère, qui essaye de s'en sortir et qui va donc travailler pour une autre fille qu'on suit, qui va essayer de reprendre le job de son père, c'est-à-dire prêteur sur gage, jusqu'au jour où celle-ci va être du coup approchée par ce qu'on appelle les Stariks. Les Stariks, c'est un peuple dont tout le monde a peur, ils vivent sur une route enneigée très loin, ils sont pas vraiment humains en fait, et elle va devoir travailler pour eux, sauf qu'elle ne sait pas quelle est sa récompense et je suis pas sûre qu'elle l'en voulait vraiment de celle-ci. Et le dernier personnage, elle est fille d'une personne très importante et en fait son père va faire en sorte qu'elle épouse le tsar, sauf que le tsar est une personne très maléfique et malveillante et c'est ces 3 demoiselles qu'on va suivre qui vont avoir encore une fois un destin lié. Donc franchement je trouve ça hyper intéressant. Alors ça peut plaire ou non, le rythme est très lent, on met beaucoup de temps à découvrir les personnages, à voir qui ils sont, les liens se forment au moins à plus de 200 pages après le début de l'histoire, sachant que le rythme lent fait que on n'est pas du tout sur un page turner, sincèrement les pages elles sont très longues à tourner, hein. J'étais tout le temps en train de regarder, je dis oh, j'ai peut-être avancé 10 pages, j'en étais à 3 pages, c'est pas possible, donc ça m'énervait un petit peu j'avoue, ce rythme qui fait que ça cassait le truc alors que ces 3 demoiselles m'intriguaient vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui fait que c'est long encore une fois, au-delà du rythme, c'est aussi parce que c'est extrêmement descriptif, parfois un petit peu trop, à vous de savoir ce que vous aimez ou non. Je sais pas si c'est pareil dans Déraciné, son autre roman, je peux pas vous faire le comparatif, pardon, c'est pour ça que je me permets de l'introduire ici. Pour autant, si vous l'avez déjà lu, vous pouvez comparer et voir un petit peu si c'est sa plume qui est comme ça, l'autrice, ou si c'est vraiment propre à la fileuse d'argent. Vraiment sur ce roman, on est sur 2 écoles, on adore ou pas, il a quand même reçu le prix Locus du meilleur roman de fantasy, donc je me suis dit, enfin, pourquoi est-ce que moi je l'apprécie pas alors qu'il y a tout un ensemble de jury qui a adoré, donc je me dis mince. En fait, il fait partie, comme La mer sans étoiles, des livres que je vais garder au chaud dans ma bibli parce que j'ai peut-être pas lu au bon moment, c'est peut-être pas ce que je recherche actuellement en tant que lectrice, et vous-même vous savez, les attentes d'un lecteur changent au fur et à mesure du temps, quand on se lasse d'une chose, quand on en cherche une autre, donc je pense que je le relirai parce que j'ai été incapable de finir, je l'ai abandonné à 150 pages de la fin, j'en pouvais plus, c'était en train de me créer une panne de lecture énorme, donc je vais me le garder au chaud en espérant l'apprécier plus tard. En attendant, je vais sûrement me faire Déraciné qui risque de me plaire peut-être un petit peu plus, j'espère. Et on termine avec un roman écrit par Yasutaka Tsutsui. Il s'agit de La traversée du temps à retrouver à l'école des loisirs. Je rigole comme une banane toute seule parce qu'en fait ceci était mon reading journal de 2021 qui s'est arrêté en avril. Voilà, j'ai eu une année assez compliquée sur certaines choses en 2021 simplement, donc du coup j'ai pas du tout été rigoureuse. Je vais essayer de l'être cette année parce que j'aime beaucoup ce format. Et en fait il faut savoir qu'à chaque fois que je terminais un livre, quand je le faisais, hein, voilà, parce que je l'ai pas fait à chaque fois, vous avez compris, je lui adressais une petite note, donc je mettais l'information, la couve, et puis je tapais un texte. Et j'ai envie de vous lire ce que j'ai écrit parce que ça me fait rire de relire ça, parce que quand j'écris ce genre de choses, je n'ai aucun filtre, voilà, et parce que je pense que ça peut vous donner vraiment une idée du pourquoi, du comment ici. Quand même le pitch avant, c'est mieux. Bon, le pitch, et après je vous lis ce que j'ai écrit. De ce que je me souviens, le pitch, c'est simplement une demoiselle étudiante à qui va arriver quelques petites bricoles. Et en fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que la journée va recommencer. En fait, il y a des retours dans le temps, des personnes qui arrivent à voyager, d'autres pas. Et en fait, il y a un mystère autour de ça. Elle ne comprend pas comment est-ce que cela s'explique et elle va essayer de se pencher dessus. Je tiens à préciser que c'est un roman de 128 pages. Voilà, vous allez comprendre pourquoi du coup j'ai écrit ce que j'ai écrit. Je déteste ce genre de sentiment, celui où tu sens que le livre avait un potentiel de fou et que finalement il a été bâclé. Je devrais préciser que j'entends par là qu'il y a trop peu de pages pour exploiter correctement cette intrigue. Tout juste, je rentre dans l'histoire, je me fais mes petites hypothèses et boum, révélation, fin de l'histoire. Mais non, apparemment c'est un roman culte au Japon, ce que j'entends, hein, mais ce n'est qu'un apéro quoi. Grrr. Je vais arrêter de m'exciter, puisqu'apparemment l'adaptation cinématographique est bien mieux. Bon bah Gertrude à la télé. Et oui, c'est clairement le genre d'avis que je mets dans mes reading journal, je vous ai dit, hein, j'ai pas de filtre, j'y vais comme ça, comme je suis. Limite c'est McDo mon truc quoi. Vous l'avez donc compris, l'intrigue était vraiment intéressante, le pitch de départ avait ce qu'il faut pour me plaire, mais en 128 pages c'est impossible de vraiment tout exploiter en fait, et c'est hyper dommage. Comme je vous l'ai dit, j'étais en train de me faire mon opinion, j'étais en train de me faire mes hypothèses, tout ça, ma checklist, et là boum, révélation, fin de l'histoire. Mais non, oui,
manque des pages, rajouter des pages à quelque chose qui va pas là-dedans, c'est pas possible. Et c'est ça qui a fait que ça a totalement gâché ma lecture. Je me rabattrai quand même, comme je vous l'ai dit, hein, sur l'adaptation cinématographique parce que j'adore les animés japonais, voilà, asiatiques, voilà. Ça ne me gêne pas du tout. On va voir si je l'apprécierai un peu mieux sous ce format, je l'espère, parce que je pense qu'en plus d'1h30 de film, il doit faire au moins 1h30. Il y a de quoi exploiter vis-à-vis de ces 128 miséreuses petites pages que fait le roman. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous le savez, même si je parle de quelque chose de négatif parce que ce sont des déceptions, je suis une incorrigible banane. Je n'arrive pas à faire autrement que d'avoir la frite et je m'excuserai pas pour ça parce que je suis comme ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas prendre au sérieux ce que j'ai dit, hein. Je pense ce que j'ai dit, simplement je suis une excitée de la vie, voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires pour me partager vos déceptions à vous. Vous allez peut-être me dire non mais Kimi t'as pas aimé ça, mais moi ça a été un gros coup de cœur. Et bien dites-le moi aussi, je suis hyper curieuse. Comme toujours, si vous voulez soutenir la chaîne, vous connaissez la chanson, mais n'hésitez pas à le faire, que ce soit un petit pouce en l'air, que ce soit un partage sur les réseaux sociaux, voir un petit peu comment est-ce que vous regardez ce petit moment cocooning. Je suis très curieuse encore une fois et j'apprécie ça plus que tout, sachant que en ce moment, je sais pas ce qui se passe, bon je m'en plains pas, attention, mais vous êtes de plus en plus arrivés sur la chaîne. Bonjour, bienvenue, ça me fait super plaisir, vraiment, sincèrement, donc j'espère que vous vous sentirez bien ici et que vous passerez quand même de bons moments à visualiser mes vidéos. Je vous laisse, je pense que j'ai assez blablaté, surtout prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous d'ici la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!